Donc, Narcisse, Écho, Janus, à quel mythe se vouer pour aborder le livre surréaliste au féminin? Vous êtes sans doute dit, en lisant le titre de ma communication, que j'exagérais. Et je vous donnerai raison parce que convoquer 3 mythes aussi différents que Narcisse, Écho et Janus peut en effet relever de la démesure, de la hubris, comme disaient les Grecs. Mais je suis prête à assumer l'ébriété hybride du choix de 3 et à relever le défi pour la simple raison que je ne savais pas trop à quel sein me vouer pour aborder la question de la remédiation, ni celle de la médiatisation par rapport à mon objet d'étude. Rendons à J.D. Bolter et à Richard Grusin ce qui est à ces 2 penseurs de la remediation, concept lié aux nouveaux médias et par lequel ils désignent une logique de production intermédiale. Dans un contexte d'évolution médiatique et de rivalité qui en découle, la remédiation se manifeste sous forme de répétition, de traces d'effacement d'un médium qui évolue vers un autre. Le second terme, donc remédiatisation, médiatisation, contenu dans le titre de notre colloque, plus largement répandu dans le langage courant, sera l'occasion de nous pencher sur le rapport étroit qu'entretient le récit mythologique avec divers supports médiatiques. Tout mythe est médiatisé, on l'a compris depuis le début de notre journée aujourd'hui, afin de pouvoir être transmis d'une génération à l'autre. Qu'arrive-t-il lorsqu'une démarche interartistique fait l'objet d'une scénarisation documentaire? 3 figures mythologiques se sont imposées à ma réflexion sur le livre surréaliste et leur créatrice. Écho, Narcisse et Janus, mais je vous promets de ne jamais se faire rencontrer les 3 en même temps, afin de nous éviter le vertige provoqué par tant de miroitements et de dédoublements. Je ferai appel à l'une ou à l'autre de ces figures, parfois à 2 conjointement. J'aurais besoin de poser une dernière balise avant de pouvoir passer à l'étude de 2 exemples. Il s'agit à nouveau d'une balise terminologique. Face à la multitude de termes que la critique s'intéressant à l'objet livre a inventé au fil des 30 dernières années, plutôt que de trancher, donc je ne lirai pas et puis je ne les expliquerai pas tous les uns après les autres. Donc plutôt que de trancher et de me ranger du côté de Henri Béard, de René Ries-Hubert, d'Yves Perret, d'Elsa Adamovich ou d'Anne Meuglin-Delcroix, je me propose, Ibris oblige, d'ajouter un nouveau terme qui me permettra de penser l'objet livre surréaliste en termes de partage entre 2 collaborateurs ou 2 collaboratrices, en termes de croisement entre l'écrit et le pictural, que ce soit de la peinture, de la photographie, du dessin, et aussi en termes d'espace intermédiaire où 2 voix, 2 visions, 2 imaginaires hétérogènes peuvent trouver un terrain d'entente. Ainsi, en écoutant ce que disent certaines œuvres auxquelles je m'intéresse ces derniers temps, m'est venue l'idée d'une chambre d'écho, qu'avec Daniel Grojnowski, dans Usage de la photographie, je suis la seule à occuper jusqu'à présent. Rappelons rapidement la signification du terme qui nous renvoie à la technique d'enregistrement. Donc la chambre d'écho est utilisée en enregistrement ou en sonorisation. Une chambre d'écho est un appareil, ou disons un médium, dont le but est de retarder un son afin de donner l'impression d'un écho. Le son s'additionne au son original et se répète suivant les réglages de l'utilisateur une seule fois ou plusieurs fois d'une façon décroissante ou indéfiniment. C'est ce qu'on appelle généralement le feedback. Dans les 2 cas de figure que je vous présenterai sans tarder, le livre de Léonore Fini et la mise en documentaire de la trajectoire et de l'œuvre intermédiaire du couple Quint-Mort, dont vous avez déjà appris beaucoup de choses, il s'agira de voir quels effets de résonance, de réverbération et d'amplification sont produits lors de la rencontre de 2 créateurs qui se lancent dans un processus de remédiation et de remédiatisation, pour reprendre le mot valise de notre colloque. On sera à l'écoute des mots et des voix qui se répercutent d'un moyen d'expression à l'autre, à la manière de l'écho, et avec parfois des distorsions comme conséquence dues au passage transformationnel d'un médium à l'autre. La remédiation du pictural de l'écrit, donc dans le livre de Léonore Fini, que je n'ai pas apporté parce que c'est un grand et un gros livre et parce que je vous montrerai quelques images et quelques extraits de texte aussi.
Ce livre-objet au format surdimensionné, 36,8 cm de hauteur par 27,2 cm de largeur, et à la facture précieusement soignée, fait écho à la confusion terminologique rapidement esquissée dans l'introduction. Il affiche des caractéristiques à la fois du livre surréaliste, du catalogue de peintres et du livre d'artiste, trois pratiques livresques qui s'échelonnent au fil du XXe siècle, tout en se chevauchant à l'occasion. L'ouvrage semble répondre au désir d'imaginer un livre unique en son genre, prôné par Louis Aragon dans le traité de style datant de 1928. Ce livre unique mettrait, dans le cas de Léonard Fini, en relation de nombreuses toiles en couleur, des dessins en noir et blanc, des croquis, des portraits et des autoportraits. À cela s'ajoute, donc ça c'est mon collage, donc c'est pas comme ça que ça se présente dans le livre. À cela s'ajoutent d'autre part des récits brefs, des contes, des poèmes composés pour l'occasion ou recyclés de textes antérieurs. Autrement dit, l'ensemble texte-image est partiellement conçu à partir d'un matériau préexistant auquel l'artiste, qui jette un regard rétrospectif sur son œuvre, ajoute du nouveau. Toujours en faisant valoir les thèmes, les motifs et les figures insolites dont est constituée sa mythologie personnelle. Et quand je parle de mythologie personnelle de Léonard Fini, je pense aux très nombreux chats, aux êtres hybrides, aux petites filles perverses, au sphinx et à la sphinge, et ainsi de suite. D'emblée, le caractère aléatoire de la mise en livre de différentes sources iconiques et textuelles est affirmé. Je cite : « Avant de commencer à travailler sur ce livre avec José Alvarez, nous avons étalé par terre des centaines de photos et nous avons joué avec elles comme au domino. Des ensembles se sont ainsi formés et je leur ai donné les titres de certains de mes tableaux. Comme dans un scrapbook, j'ai écrit un commentaire là où j'en avais envie. J'ai ajouté quelques citations et des fragments de contes que j'ai écrits parfois. » Fin de citation. Accompagnée dans sa démarche singulière, rappelons que la réputation de Léonard Fini comme peintre et illustratrice de livres, comme pour Shakespeare, Poe, Nerval, Baudelaire et Verlaine, ne fait aucun doute dans les milieux artistiques de son époque, c'est-à-dire de celui des années 1970. Donc, accompagnée dans sa démarche singulière par José Alvarez, éditeur et écrivain espagnol, Léonard Fini semble préférer en 1975, au lieu d'exposition conventionnelle, le médium livre. Il consigne ce que les deux collaborateurs y transfèrent, le passé entre deux cultures, italienne et française, pour commencer, et les diverses facettes de la création finienne dans la majeure partie de l'ouvrage. Les souvenirs sont associés à des lieux de mémoire, dont certains réels, Trieste, la famille, et d'autres fictionnels. À partir de Trieste, où j'ai vécu enfant, cette logique aléatoire nous a entraînés à Paris, à Vienne, en Corse et sur la Loire, lit-on dans la préface. Grâce au travail de montage de textes et de collage d'images, où on regarde, en fait, si on regarde cette double page ici, on voit très bien la reprise de ce buste de femme ici, en médaillon sur la page de droite. Donc, montage de texte de collage. Le jeu part à sa propre poursuite. Il se lance dans une enquête sur soi grâce à un vaste éventail de masques et de déguisements qui empruntent au jeu scénique et à la grande mascarade. Non dépourvus d'une certaine charge narcissique, les jeux de miroir et de spécularité tracent un parcours à travers le livre. L'œuvre est conçue comme un dispositif susceptible de faire coexister les images de l'artiste fini et les textes de l'auteur fini. Le passé entrecoupe le présent de l'acte de création. Fini ne cesse de s'ausculter à travers le pli de la double page, de convoquer une multitude de regards, de faire surgir des personnets qui engagent le lecteur-spectateur dans un jeu de reconnaissance, comme on le voit dans l'exemple suivant. Elle démultiplie son image comme sur cet échiquier
où l'on peut s'amuser à trouver les deux portraits qui font la paire. L'original et la copie invitent au jeu de mémoire auquel nous avons probablement tous et toutes joué lorsque nous étions enfants. En fait, c'est moi qui me suis amusée, donc là, à colorier. D'ailleurs, à droite, c'est pas comme ça dans le livre de Fini, vous avez juste la page de gauche, donc qui rassemble ces très très nombreux autoportraits et portraits. L'écriture, de son côté, procède d'une hybridation de formes et de genres textuels qui vont du commentaire à la citation, en passant par le conte et des extraits de textes littéraires anciens. C'est l'écriture toujours qui permet l'essai sur l'art, qui accueille la réflexion sur la peinture. L'œuvre crée un espace où diverses formes d'expression se font face sur la même page, sur la double page, d'une partie à l'autre de ces 248 pages divisées en 19 parties. Tout se passe comme si le plaisir de la trouvaille et le hasard de la rencontre avaient réussi à engendrer une forme livresque qui fait office d'œuvre testament. En même temps, Fini souligne d'emblée la simplicité du processus de sélection au moment de la genèse du livre, en expliquant que le principe associatif aurait présidé à sa composition. Je cite, « Un souvenir attire un tableau, qui attire un objet, qui attire un autre tableau, qui attire une ville. Les photos imposent un parcours comme les nombres sur les dés. » Fin de citation. Souvenir, tableau, objet, ville, photo. Tout est relié. Tout renvoie à une trajectoire non linéaire pour laquelle le livre constitue une forme de remédiation idéale parce que chaque section constitue une entité autonome. Le lecteur-spectateur peut se promener librement entre les jeux du vertige, les gardiennes et le théâtre, pour ne citer que 3 intitulés des parties. Le livre de Léonard Fini résiste au dévoilement rapide des secrets, encore une fois des secrets visiblement, on ne peut pas tout le contourner, donc résiste au dévoilement rapide des secrets dissimulés dans les plis du majestueux manteau de l'auteur-artiste. L'habit non seulement couvre l'ensemble composite, mais revient à l'intérieur comme un principal motif visuel. Tissé de multiples fils mémoriels et commémoratifs des étapes significatives de sa création, y compris sa propre genèse, donc dans un premier temps il est question de la genèse de Fini, qui va devenir artiste, l'œuvre testament médiatise en réagençant ce qui a été, ce que l'artiste a peint, dessiné, ce que l'auteur a écrit durant une 40aine d'années, afin de léguer à la postérité une vue d'ensemble, afin finalement de remédier à l'oubli, comme on peut le comprendre à travers le temps de la mue. Donc j'ai été un petit peu rapide parce qu'il fallait que j'arrive à la notion de médiatisation et de la remédiatisation. Donc je vous invite à changer d'optique et en partie de mythe aussi. Donc la médiatisation de Claude Cahun au service de sa mythification, et comme vous avez déjà vu un certain nombre d'images, d'autoportraits, de photomontages, je pense que la compréhension risque d'être facilitée. Depuis les années 2000, les autoportraits et les photomontages de Claude Cahun, réalisés, comme on le sait, donc au plus tard depuis la communication d'Alexandra Arrivizet, en étroite collaboration avec Marcel Moore, ou Moore tout court, parce que tous ces autoportraits et les photomontages sont de toutes les expositions nationales et internationales consacrées à la contribution des femmes artistes aux avant-gardes historiques, ou plus spécifiquement à la photographie surréaliste. Qu'il a été question d'Angels of Anarchy à la Manchester Art Gallery en 2009 ou de la subversion des images au Centre Pompidou en 2009-2010, que l'on s'intéresse aux créatrices surréalistes s'étant promenées comme Alice in Wonderland au LACMA de Los Angeles en 2012, qu'on veuille savoir au musée d'Orsay en 2015-2016 qui a peur des femmes photographes, ou alors que l'on décide, comme l'artiste conceptuelle Gillian Waring, de porter du Cahun pour la saison printemps-été 2017 à la National Portrait Gallery de Londres. Les photographies de Cahun, hélas souvent les mêmes, sont désormais de la partie.
Outre cette présence dans des expositions thématiques, celle qui se voyait davantage écrivain que photographe s'est méritée plusieurs expositions individuelles à Paris, à Essen et récemment à Nantes, sa ville natale. Ce qui ressort des différentes mises en lumière de l'œuvre photographique de Cain est l'aspect spectaculaire des images, le côté avant-gardiste de nombre d'autoportraits en matière de théâtralité, de performance, du gender bender avant la lettre. Ce qui ressort également est la valorisation timide et progressive de la part de Moore dans la démarche collaborative du couple créateur. Il en était question tout à l'heure aussi. D'une oubliée de la mémoire culturelle après sa mort en 1954, l'auteur, photographe, actrice de théâtre et activiste de résistance est passé au fil des années 1990 au rang d'une véritable héroïne postmoderniste, à l'instar de celle fictionnalisée par Cain en 1925 dans des nouvelles au titre éponyme Les Héroïnes. Cette iconisation de Cain, par le biais d'expositions et de catalogues, a incité François Leperlier, à qui revient le mérite d'avoir exhumé l'œuvre caïnienne, à employer, non sans ironie, le terme « assomption » pour évoquer dans un article de 1998 la prolifération inattendue d'études sur son objet d'étude. Ce sont surtout des historiennes de l'art confirmées qui, selon la vision de Leperlier, se sont en quelque sorte approprié l'œuvre photographique dans le but de la relire dans une perspective féministe ou queer, au grand regret de découvreurs de Cain. Assomption, glorification, voire mythification de Claude Cain en icône des gender studies et de la théorie queer. On pourrait démultiplier les notions pour évoquer sa reconnaissance comme artiste surréaliste, certes pas au même titre que Man Ray ou André Kertész, mais du moins à côté de Lee Miller, de Dora Maar et de Germaine Krull. Des comparaisons avec des artistes contemporaines tels Cindy Sherman, Francesca Woodman ou de Lydia Flem sont par ailleurs légion aujourd'hui, confirmant chaque fois l'image qu'un photographe, et ce au détriment d'un volet littéraire pourtant non négligeable. De 1913 date la première chronique de mode publiée dans le Phare de la Loire, et ainsi de suite. Donc là, je peux passer par-dessus un certain nombre d'idées, jusqu'à Aveu non avenu, en passant par les héroïnes et Vue et Vision. La part littéraire de l'œuvre est restée dans l'ombre plus longtemps que les autoportraits, certes spectaculaires, mais qui se répètent quand même un petit peu aussi, surtout dans l'entre-deux-guerres. Ce rapide survol de ce que l'on pourrait appeler la remédiation muséographique du travail photographique de Cain, dont le nom se occupe toujours seul l'affiche des expositions et la couverture des catalogues, comme s'il était difficile d'imaginer le pendant féminin de Pierre et Gilles ou de Gilbert and George. Le nombre grandissant d'expositions peut reprendre mon fil d'Ariane, mais il ne sera pas question d'Ariane, ne vous inquiétez pas, montre que la redécouverte d'une œuvre multimédia avant l'heure a privilégié le donner à voir du violet pictural parce qu'il correspondait à l'ère du temps. Cela ne veut toutefois pas dire que la production littéraire était complètement évincée de certaines expositions. Mais qu'en est-il de la médiatisation cinématographique de cette œuvre qui relève d'une démarche intermédiale, inspirée grandement de deux figures mythologiques, soit Narcisse, ce mythe hante littéralement les aveux non avenus, et inspiré également de Janus, dieu romain des commencements et des fins. Donc vous avez vu d'ailleurs la combinaison de Méduse et de Janus aussi. Deux films documentaires sur support DVD, très différents l'un de l'autre, tiennent compte de l'usage créatif des arts et des médias dont témoigne le couple bicéphale Cain-Moore. Si les créatrices sont unies dans l'art et dans la vie, ce qui apparaît très clairement dans les films, les réalisateurs se sont inspirés à leur tour de Janus, des idées de double et du passage du temps. Janus est le dieu du passage du temps, du passé et de l'avenir, qu'il incarne. Donc je vais commenter le documentaire de 2004, le premier un peu plus longuement, et peut-être que je vais mettre complètement de côté le deuxième qui est plus récent et qui date de 2015.
Donc, premier exemple, Playing a Part, The Story of Claude Cahun, comme on dit en anglais. Tel est le titre du premier documentaire réalisé en 2004 par Lizzie Tin, réalisatrice et spécialiste de Media and Film Studies, puis distribué un an après. La visée politique, dans le sens de visée féministe, est affichée d'emblée sur la couverture du boîtier DVD. Il s'agit de rendre hommage et probablement aussi de rendre justice à celle que Tin considère comme, je cite, one of the 20th century's greatest yet almost forgotten photographers. Est-ce pour captiver l'attention de ceux qui connaissent déjà les autoportraits de Cain que l'on insiste exclusivement sur sa pratique photographique? Parce qu'en vérité, le parti pris du documentaire est double. Malgré ce qu'annonce le titre, The Story of Cahun, son histoire donc est scénarisée en étroite relation avec celle de Moore, sa fausse jumelle, comme on peut le lire dans Aveux non avenus. Ensuite, dans la brève présentation au dos du DVD, on apprend qu'il s'agit d'explorer, je cite à nouveau, Cahun's and Moore's life and work through their images and writings with, ça c'est un peu difficile à prononcer, choreographed sequences by Leah Anderson. Jetons un coup d'œil rapide sur la présentation du film tel qu'annoncé sur la page officielle de Lizzie Tin. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'images extraites de ce documentaire-là, et en principe, si Internet fonctionne bien, certaines images devraient défiler. Voilà, donc ça commence à défiler un petit peu là-dedans. La réalisatrice imagine, sous la forme d'un docu-fiction, pour reprendre le terme de Vincent Pinel, une version de la vie et de l'œuvre de Cain qui se situe à mi-chemin entre l'approche biographique et celle romancée. Outre le fait de puiser dans des archives historiques et d'autres personnelles, notamment dans le Jersey Heritage Trust et dans le Man Ray Trust, ce documentaire hybride épouse l'un des principes fondateurs de l'esthétique photographique du couple créateur, soit la mise en théâtre de Cain, qui s'expose dans une pléthore de postures à son alter ego, qui règle l'objectif de leur appareil Kodak de type Folding Pocket. Donc je vous montre là quelques film stills, donc toujours extrait de ce documentaire-là de 2004-5. Ainsi, le récit mettant en scène Cain et Moore par deux actrices relate dans un ordre chronologique les étapes significatives de leur travail collaboratif, tout en insistant longuement sur les années de résistance par lesquelles débute par ailleurs le film, faisant alterner des séquences de récits assumées par une voix off, des archives iconographiques en tout genre, des extraits d'œuvres littéraires et de certaines lettres envoyées par Cain à ses amis, des extraits d'interviews menées avec divers spécialistes, de même qu'un nombre considérable d'autoportraits réalisés par le couple à titre privé. Donc ça, c'est vraiment important d'insister là-dessus. C'est le traitement réservé à ces images déjà là qui constitue l'élément singulier du documentaire. Au lieu d'être simplement le moteur ou le point d'aboutissement du récit principal, certains de ces autoportraits subissent un effet d'animation. Comment faut-il imaginer cette particularité de Playing a Part? L'une des deux actrices, Anna Pons Carrera ou Mary Herbert, déguisée, masquée, travestie à la Claude Cain, se prépare pour incarner la scène de pose, y reste figée pendant quelques secondes et recommence finalement à bouger dans le rôle joué, ce qui explique le titre Playing a Part. Alors, je vous montre au moins un exemple, peut-être. 5.
Cette séquence un petit peu étonnante fait écho donc aux très nombreux autoportraits de Quint et de Moore en haltérophile. Hein, donc vous voyez ce que ça a donné. Donc on a pu remarquer la subtilité avec laquelle le regard, moyennant la synecdoque de l'œil, qu'il faut probablement imaginer comme celui de Moore, est intégré à cette séquence d'haltérophilie. Autant la reconstruction scénographique de poses et de postures telles qu'on les connaît des autoportraits les plus saisissants de Quint peut séduire dans un premier temps, autant la répétition du procédé du restaging crée un malaise dans un second temps, comme dans d'autres exemples du film. Donc je vais passer par-dessus celui-ci et je vais donc vous montrer peut-être un troisième. Donc visionnons un troisième passage qui montre le désir de Lisytine, de la réalisatrice et de la chorégraphe de se refléter elle-même dans des scènes de danse au bord de la mer, assez loin, me semble-t-il, des images. En passant par le Croisic et Paris, est reconstruite assez fidèlement sur la base d'informations biographiques, nourries essentiellement de l'essai de François Leperlier et de documents d'archives, de même que de commentaires des spécialistes interviewés. La liberté que prend la réalisatrice dans la juxtaposition de documents historiques en noir et blanc et de scènes de rue contemporaines en couleur, et surtout la chorégraphisation par Leah Anderson d'autoportraits d'épisodes de vie ont quelque chose de déconcertant. Leur manière de fictionnaliser une trajectoire créative frise le narcissisme premier degré. Ces choix de remédiation et de remédiatisation soulèvent surtout la question du rôle que souhaite jouer Lisytine dans le processus d'inscription des deux artistes comme couple créateur lesbien dans la mémoire culturelle de la première moitié du XXe siècle. Quelle part lui reviendra lorsqu'un jour, l'œuvre de Quint et de Moore fera partie de l'histoire littéraire et culturelle que tout le monde connaîtra. Ce qui préside à Playing a Part est sans aucun doute le désir de Tin de contribuer à une meilleure compréhension du projet esthétique et éthique de deux créatrices hors du commun, en misant sur un ludisme basé sur les principes de mimicry et de dédoublement si chers à Quint et à Moore. C'est un ludisme qui comporte, dans ce premier documentaire, toutefois, quelques limites. Alors je me dirige vers la conclusion tout en intégrant donc quelques réflexions sur le deuxième documentaire qui est très très différent de ce premier exemple et à propos duquel, comme vous avez pu le constater, je suis un petit peu critique. Donc 10 ans plus tard, dans la collection DVD phare, dirigée par Aube Breton et Louet et Séverine Gaussy, le film documentaire, en fait Aube, vous avez entendu, c'est la petite fille de Breton, le film documentaire Claude Quint, Elle et Suzanne, paraît. Constitué d'un livret de 88 pages et d'un DVD, les coffrets sont consacrés aux artistes du mouvement surréaliste. Comme l'explique la fille d'André Breton, qui ouvre bien entendu la collection, je cite, « Le but était de créer une collection de DVD autour du surréalisme concernant des créateurs qui ont approché le mouvement de près ou de loin. Certains artistes qui y figurent sont célèbres, d'autres moins. Ceci afin que les artistes connus portent en lumière ceux qui le sont moins. » Fin de citation. Se rangeant aux côtés de Duchamp, de Perret, de Masson, de Bronner, Carrington, Ernst et Nocé-Lamba, vous le voyez, Claude Quint en est une qui devait probablement profiter de la lumière des stars. C'est Fabrice Maz, réalisateur de documentaires expérimentés, qui signe responsable de Claude Quint, dont le sous-titre « Elle et Suzanne » prolonge la visée du film de Lisytine.
Le concours de Moore ne constitue plus une tâche aveugle dans la perception d'une œuvre littéraire et photographique, pensée en termes de partage, de travail à deux et de complémentarité. Et bien que ce soit toujours Cain qui est nominalement et visuellement mis en avant, son alter ego est là, telle cette ombre que l'on voit inscrite en guise de signature en bas à droite de l'autoportrait de 1915, ou toujours au même endroit dans le frontispice d'Aveux non avenu. Voilà. Signature très discrète. Le documentaire s'ouvre sur une présentation dithyrambique de Cain. L'auteur-artiste est donc introduite comme, je cite, femme indépendante, émancipée, rentière, homosexuelle non militante. On apprend également que les deux artistes ont formé un couple mythique, souvent occulté, malgré leurs nombreux travaux collectifs. Fin de citation. Ce portrait inaugural est encadré, soulignons-le, de 3 citations tirées d'Aveux non avenu. Et on se rappelle que Aveux non avenu est accompagné de 10 héliogravures réalisées par Moore d'après les projets de l'auteur. Très rapidement, Fabrice Maz et Anne Heger, qui serait l'alter ego du réalisateur, donc à qui revient d'ailleurs selon le générique le rôle de co-auteur du commentaire et celui de conseillère historique, optent, comme Lisitine avant eux, pour une vision chronologique de la trajectoire de Cain, en tenant compte, là où cela s'impose, de la part de Moore dans la conception symbiotique, janusien, entre l'art et la vie, entre l'une et l'autre. Plus long que Playing a Part, Claude Cain, d'une durée de 107 minutes, explore de manière très documentée le parcours de l'auteur et de l'artiste visuel en faisant des explorations du côté de brèves aventures de l'expérience théâtrale de Claude Cain et de Marcel Moore dans les années 1920. Ce qui ressort en revanche de façon très évidente, c'est la volonté de faire œuvre de Cain qui occupe une place importante dans ce documentaire de Fabrice Maz. Les arrêts sur l'œuvre, donc les œuvres littéraires justement de Cain et de Moore, occupent une place importante dans ce documentaire. Les arrêts sur l'œuvre s'intègrent organiquement au flux du récit d'un parcours d'artiste richement documenté grâce à des archives historiques et personnelles. Là où Lisitine privilégie l'animation cinématographique des autoportraits par le biais du restaging, Fabrice Maz et Anne Heger proposent de fréquentes entrées dans les écrits de Cain. Adoptant le regard du lecteur-spectateur, le réalisateur feuillette le livre avec sa caméra. Il effectue des travelling de gauche à droite, de haut en bas. Il utilise le zoom en avant pour agrandir une page et le fading out pour quitter la scène. Peu de recréation fictionnelle ici, contrairement à Playing a Part, mais plutôt une manière de retracer minutieusement le cheminement des deux sœurs excentriques comme les percevaient les habitants de Saint-Brelade sur Jersey. Ce qui prévalait dans la conception de Claude Cain, elle et Suzanne, était, selon les dires d'Anne Heger, la volonté de montrer une nouvelle vision de Cain et de sa compagne sans parti pris. Prise 1 et prise 2, pour employer ce langage cinématographique, d'une nouvelle ère de remédiation et de remédiatisation de l'œuvre créée par Cain et Moore, les documentaires procèdent à une révision de l'image de l'artiste créateur comme individu solitaire, en établissant et en rétablissant l'idée de partage auquel souscrivait corps et âme le couple d'artistes qui se voyaient, là je vais passer outre les exemples que j'avais prévus, donc qui souscrivaient corps et âme à une identité indissociable formée de deux têtes, alors que les corps, cette chair périssable, sont, comme dans cet autoportrait double de 1926, ensevelis
dans le sable, donc disparu du champ de vision. Voilà.